Nous allons donc entamer la liste des communications qui va débuter par la présentation de M. Patrick Berche. Mais, Monsieur le doyen, si vous le permettez, je crois que c'est le bon moment pour vous exprimer au nom de la société tous nos remerciements de nous avoir permis d'organiser une pareille séance. Je vous ai dit toutes les espérances que nous nourrissions à son égard. Et en tous les cas, nous sommes très sensibles à votre proposition qui va faire de nous la Société d'histoire de la médecine la mieux diffusée au monde. Et encore une fois, merci. Je vous invite donc à nous présenter votre communication, Monsieur le doyen, qui est intitulée « Histoire de la guerre biologique ». Merci beaucoup. Alors, je vais en quelques minutes vous parler de l'histoire des guerres biologiques ou de la guerre biologique, c'est-à-dire l'histoire de l'utilisation par les êtres humains de microbes pour détruire d'autres êtres humains. Utiliser des microbes pour propager des maladies est un concept qui est né dès le néolithique. Et dès le néolithique, on a utilisé des poisons, on a empoisonné les flèches, on a mis des excréments pour entraîner le tétanos, etc. Je vais commencer mon histoire, cependant, avec Louis Pasteur, en simplement rappelant que depuis l'Antiquité, il y a eu de nombreux événements de guerre biologique, dont les deux plus connus sont, en 1346, le siège de Caffa, où les Génois, encerclés par les Tartares, les Tartares atteints de la peste ont catapulté des cadavres de pestiférés au-dessus des remparts de Caffa. Et puis l'autre épisode extrêmement fameux et extrêmement documenté, en 1763, c'est la distribution, la propagation de la variole par les Britanniques contre les Indiens à Pittsburgh, à Fort Pitt, qui a entraîné une épidémie. Et là, il y a un livre extraordinaire, un livre américain qui s'appelle Pox Americana, qui rapporte en détail plusieurs épisodes où les Britanniques ont propagé au XVIIIe siècle contre les Américains en train de prendre leur indépendance ou contre les Indiens, la variole. Mais l'histoire, en fait, de façon paradoxale, l'histoire que je raconte, elle commence avec Louis Pasteur. En 1864, il a évidemment compris et imposé l'idée qui était pourtant, qui avait beaucoup de réticence, de la théorie des germes, c'est-à-dire que les micro-organismes sont responsables des infections et des épidémies. Et il a pu isoler les germes en culture. Et à partir du moment où on a pu isoler les germes en culture, on pouvait les caractériser, faire des vaccins, chercher des médications anti-infectieuses. Et en quelques années, on a trouvé la cause de la plupart des germes. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces germes de façon vertueuse pour des vaccins ou des médicaments anti-infectieux, mais on peut aussi l'utiliser de façon vicieuse et utiliser des armes biologiques. Et Pasteur lui-même a été le premier à le faire à l'appel de la veuve Pommery qui avait des lapins dans la région de Reims qui entraînaient des nuisances. Et sans épiloguer sur la façon dont ça a été fait, je voulais simplement vous donner un chiffre qui est incroyable pour vous dire ce qu'est la guerre biologique. La myxomatose, par la suite, était utilisée en Australie. En 1938, lorsqu'on a disséminé le virus de la myxomatose, il y avait 1 milliard de lapins en Australie, en 1938. En un an, la population est tombée à 100 millions en distribuant un virus proche du virus de la variole chez les lapins. Donc la guerre biologique, elle est née avec la microbiologie et avec Louis Pasteur. L'histoire que je vais vous raconter, qui va être une histoire du XXe siècle, est scandée par des événements dramatiques. Le premier, c'est l'attaque au gaz d'Ypres, sur lequel je reviens dans un instant, le 22 avril 1915. Le deuxième, c'est la grippe espagnole, qui fait plus de morts que la guerre de 14. Ces deux événements ont eu un impact considérable pour le développement d'armes dites non conventionnelles, à savoir les armes chimiques d'une part,
les armes biologiques d'autre part, et un peu plus tard, l'arme nucléaire. Puis il y a eu Hiroshima, qui a été un traumatisme psychologique. C'est beaucoup d'histoires psychologiques que je vous raconte, c'est des traumatismes psychologiques. Hiroshima, c'est la guerre froide, c'est les deux blocs, et la course aux armements, de tous les armements possibles et imaginables. Et je vous en dirai quelques mots à propos du programme soviétique et du programme américain notamment. La chute du mur de Berlin a créé un phénomène totalement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus qu'un partenaire, si je peux dire, qu'un adversaire, les États-Unis, et ça a créé le bioterrorisme, les petits groupes, Al-Qaïda, les nébuleuses, qui s'organisent et qui essayent de lutter contre l'ennemi désigné, à savoir les États-Unis. Et là, il y a l'épisode de la secte Aoum, sur lequel je dirais quelques mots, qui est quand même un épisode psychologiquement extrêmement important. C'est une attaque au gaz chimique, mais qui a révélé beaucoup de choses. Et enfin, l'attentat de New York, évidemment, qui, en septembre-octobre, l'attentat avec le charbon. Alors, la guerre chimique, le 22 avril 1915, vers 17h, on a diffusé, les Allemands ont diffusé sur les lignes françaises. Alors ça, c'est une photo, j'ai pas de pointeur, mais c'est une photo qui a été prise en fait sur le front de l'Est. On a diffusé des gaz, le chlore, sur les lignes françaises. Si j'avais un pointeur, ce serait bien. Sur les lignes françaises. Et attendant un vent favorable. Et vous voyez ici, ça c'est les lignes allemandes. C'est pas la photo de Ypres. Et en à peu près une demi-heure, les Allemands ont progressé sur les lignes françaises et il y a eu 5000 morts et 10 000 blessés. Les chiffres peut-être un peu exagérés, d'autres, des historiens pensent que c'est un peu moins que ça. Mais ça a été un choc, un traumatisme considérable. Mes deux grands-pères ont été gazés. 91 000 personnes sont mortes pendant la guerre. 1 300 000 blessés, parfois à vie. Donc ça dit aux états-majors, une arme nouvelle, non conventionnelle, peut changer le cours des armes, le cours de la guerre. Et vous voyez, tout de suite, les combattants ont changé. On est passé du 19e siècle avec des beaux costumes de couleur à cette vision où même les chevaux portent des masques à gaz. Et puis alors, il y a eu, à la fin de la guerre, un épisode très dramatique, la grippe espagnole, qui a en Europe commencé à Brest et puis à Étaples, et qui a véritablement décimé l'Europe et l'ensemble du monde, faisant 50 à 100 millions de morts et une mortalité de 2 à 4%. C'est la photo d'un camp aux États-Unis. Ça a commencé dans les camps militaires aux États-Unis. Et vous voyez ce pic de mortalité incroyable. L'espérance de vie a chuté. Et ça a marqué aussi les états-majors. On s'est dit, voilà, puisque des microbes peuvent tuer beaucoup de gens, pourquoi ne pas les utiliser comme des armes, en craignant que d'autres le fassent? Eh bien, c'est les Français, de façon paradoxale, qui l'ont fait les premiers et qui ont eu le programme le plus avancé de guerre biologique. C'est un chimiste de très grande qualité qui s'appelle Auguste Tria, qui entre 1921 et 1940 à l'Institut Pasteur a développé un programme où il a mis les bases, il a jeté les bases tactiques et techniques de la guerre biologique. Il a montré l'importance de la militarisation des microbes. On ne peut pas utiliser les microbes sans les militariser, c'est-à-dire les rendre capables d'être efficaces. Par exemple, les spores du charbon, si on les associe à du silicium, restent électrostatiquement en suspension. Il a montré la façon de conserver ces germes quand ils sont transmis par aérosol. Il a montré que la voie par aérosol était certainement la plus efficace. Et il y a eu des essais qui ont été faits sur le terrain, dans le Morbihan, en 1926, puis dans le métro, juste avant 1939, avec des agents simulants. Et tout ça s'est terminé en 1940. Alors pendant ce temps-là, les Soviétiques ont commencé également à développer un programme. Eux, ils ont été impressionnés par le typhus exanthématique. 40% de mortalité avait décimé les populations de Russie. Et à partir de 1928, avec Jacob Fishman, ils ont développé un grand programme avec de nombreuses bases et fait des essais humains je reviendrai sur les essais humains, sur l'île de Solovetsky, qui est l'île de l'archipel du Goulag. Et le programme s'est arrêté momentanément avec les purges de 1937 de Tukhachevski et a repris par la suite sous Staline.
Mais alors, je vais parler un peu plus longtemps du programme japonais qui est véritablement presque le comble de l'horreur de ce qu'on a pu faire dans le domaine de l'utilisation des micro-organismes pour expérimenter et tuer des êtres humains. C'est un certain Shiro Ishii qui est mort en 1959. C'est un jeune médecin qui un jour est envoyé en mission sur l'île de Shikoku au Japon pour analyser une épidémie d'encéphalite B. Et cette épidémie a atteint 1100 personnes environ, et près de 60% sont morts. Ça l'a beaucoup impressionné, et il était très ambitieux. Il a été voir l'état-major, il est un médecin militaire, il a demandé à pouvoir faire un voyage d'études. Alors ça, c'est une séquence bien connue qui va se répéter dans l'histoire que je vous raconte. Le scientifique fait un voyage initiatique. Alors il va en Europe, il va à l'Institut Pasteur, l'Institut Robert Koch, un peu partout, et puis il récolte, ça dure pendant 2 ans, et il revient avec un rapport extrêmement falsifié, en disant tout le monde est en train de présenter des armes. Il présente ça à des militaires japonais qui sont tout contents de voir arriver quelqu'un qui leur propose une arme nouvelle, et immédiatement, c'est le secret. L'histoire devient secrète, on n'a plus le droit d'en parler, et donc il y a un seul évaluateur, c'est lui, qui peut s'évaluer, et on a vu rapidement le programme se développer avec le soutien des autorités militaires incompétentes, et ce programme s'est développé notamment sous la forme de l'unité 731 à Pingfang, dans quelques kilomètres de Harbin, en Mandchourie, à l'époque Manchukuo. Et cette unité, c'était un camp d'expérimentation où je vous mets ici la seule photo connue, qui est une photo japonaise de ce camp qui a été ensuite détruit en 1945. Eh bien, dans ce camp travaillaient près de 3000 scientifiques, et il y a eu des expérimentations humaines sur des prisonniers de guerre qui étaient des Chinois principalement, des Américains et des Russes, quelques Américains et des Russes. Et qu'a-t-on fait dans ce camp ? Je reviendrai sur cette diapo après. Eh bien, on a mis au point des armes biologiques, le bacille du charbon, le bacille de la peste. On a tout essayé, tout a été essayé. Et on a mis au point des bombes, des systèmes de propagation de la peste. Et à partir de 1939, ce qui est peu connu, les Japonais, qui n'avaient pas hésité à utiliser les gaz d'ailleurs, ont fait des attaques contre des villes chinoises. Et on a répertorié 11 attaques sur au moins 12 essais, je veux dire, sur au moins 11 villes chinoises. Et je vous raconte une ou deux de ces essais. Dans la ville de Nankin, à 2 reprises, en octobre, ils ont par avion bombardé avec des obus contenant des puces contaminées avec Yersinia pestis, déclenchant des épidémies relativement limitées de peste dans les villes bombardées. Et cette histoire d'attaque sur le terrain s'est arrêtée en avril 1942, lorsque dans le sud de Shanghai, ils ont propagé par voie de terre, ils ont des équipes mobiles distribuées dans les points d'eau du choléra, du bacille du choléra. Il y a eu 10 000 morts parmi les Chinois, près de Shanghai, et 1700 morts dans les troupes japonaises. Alors, probablement beaucoup plus dans les troupes japonaises, ce qui a fait arrêter tout essai sur le terrain, et ce qui était une démonstration que ce type d'arme est imprédictible, elle peut se retourner contre l'attaquant, ce qui est extrêmement embêtant pour une arme offensive pour un militaire qui fait la guerre. Le bilan de l'expérience japonaise, c'est que c'est possible de faire ça, mais les effets sont imprédictibles et peuvent se retourner contre celui qui les a déclenchés. Il y a eu 10 000 morts parmi les prisonniers, aucun survivant parmi ces prisonniers qu'on appelait les Maruta, et il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts dans la population civile chinoise. Toutes ces attaques ont eu lieu sur le territoire chinois pendant l'occupation japonaise. Et alors, l'épilogue de cette expérience japonaise absolument atroce que j'ai détaillée dans mon livre, l'épilogue est pas très éthique ou moral. Les secrets contre l'immunité. Sur cette photo, vous voyez MacArthur avec Hirohito, ça se passe le 28 septembre 1945. Ce jour-là, Hirohito était dans ses petits souliers. Il croyait qu'il allait être exécuté. Et MacArthur, qui arrivait, avait le problème suivant: comment occuper un pays de 77 millions d'habitants qui venait de recevoir 2 bombes atomiques et qui avait une armée défaite mais
complètement valide de 6 millions d'hommes avec seulement 460 000 Américains. Eh bien, pour faire ça, il faut utiliser un levier. Le levier, c'était Hirohito. Et Hirohito était un criminel de guerre. Il a cautionné, il a ordonné tout ce qui s'est passé à Pingfang et dans tous les camps qui étaient disséminés où on faisait des expériences humaines en Chine. Mais MacArthur a préféré donner l'immunité à la personne du roi et à sa famille, qui était également impliquée dans ces meurtres, et a donné l'immunité à Shiroishi du coup. Et Shiroishi est mort tranquillement dans son lit, il a été interrogé, il a vendu ses secrets, il a donné ses cahiers de paillasse, ils ont donné les rapports d'autopsie, on a les films qui ont disparu, tout ça avait été filmé, et ça a été nié par les Américains qu'il se soit passé quoi que ce soit. Tous les scientifiques ont été exempts de toute poursuite. Et il a fallu attendre 1976 pour reconnaître, pour que des témoins japonais le déclarent officiellement, et les autorités japonaises ont présenté leurs excuses aux Chinois en 2002, donc très récemment. Mais ceci a été nié. Il y a même des journalistes américains qui ont été mis en prison pour avoir dit dans les années 50 que ces expériences japonaises avaient existé. Alors les Britanniques ont commencé leur programme biologique en 1940 et ils ont fait tous leurs essais sur une île assez connue qu'on appelle l'île de Greenhard. J'ai pris cet exemple pour vous montrer un des gros problèmes des armes biologiques, c'est les dégâts écologiques que ça peut faire. Cette photo que je vous montre, où on voit ces personnages en scaphandrier, a été prise en 1986. Les bombardements expérimentaux avec des bombes chargées de spores de Bacillus anthracis, ont eu lieu en 1942 et 1943. Ils se sont arrêtés à la suite d'un accident que je n'ai pas le temps de raconter, et l'île est restée contaminée, et toute personne ou tout animal qu'on mettait sur l'île pouvait développer le charbon. Et on a décontaminé cette île en 1986 en déversant des centaines de tonnes de formol dans la zone qui avait été atteinte par les bombardements. Et les Britanniques utilisaient deux armes, d'une part le bacille du charbon et d'autre part la toxine botulique. Et ils avaient deux opérations qui étaient programmées. L'une, opération Aladdin, qui consistait à déverser des gâteaux empoisonnés de bacilles du charbon sur le bétail de l'Allemagne du Nord. Ça a entraîné des centaines de milliers de morts de famine. Et l'autre opération, c'était un cran de plus. Winston Churchill avait préparé un plan d'attaque en cas de gros problèmes avec Hitler pour bombarder 6 villes avec des 500 000 bombes de 1,8 kg de spores du charbon. Heureusement, ceci n'a pas été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, en 1943, commencent leur programme. En apprenant le programme japonais, ils ont créé Fort Detrick, qui est une base actuellement qui comporte environ 8 000 militaires à côté de Washington. Et c'est George Merck, le fondateur, enfin le fils du fondateur des laboratoires Merck, et Ira Baldwin, un scientifique bactériologiste, qui ont lancé ce programme. Et ils ont surtout travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le bacille botulique et sur les Bruxelles et le charbon, bien sûr, mais ils ne se sont pas servis de ces armes. Mais à partir de 1945, un vent de folie, à la suite d'Hiroshima, a parcouru l'URSS d'une part et les États-Unis d'autre part. Alors ce vent de folie, je l'illustre par une simple diapositive. C'est une diapositive que j'ai trouvée de l'armée américaine de cette époque, 1950. Vous voyez, on prévoyait, il y avait en plus l'arme atomique qui se développait à toute vitesse avec la bombe H. Il fallait d'abord détruire les récoltes, kill crops, ensuite détruire les animaux, pouvoir dégager les airs, et ensuite détruire les personnes. C'était les différents crans de la guerre bactériologique ou virologique qu'on pouvait faire à cette époque. Et les Américains ont fait donc un vaste programme avec de très nombreuses bases qui existent toujours aux États-Unis. Et dans le cadre du projet White Coat, entre 1952 et 1973, ils ont réalisé des essais humains, 200 essais sur 2200 volontaires,
avec des bactéries pathogènes qui étaient l'agent de la tularemie d'une part, Francisella tularensis, et l'agent de la fièvre Queensland, Coxiella burnetii. C'est des bactéries qui rendent malades, qui ont une faible mortalité, et ils traitaient ces personnes qui étaient volontaires, c'était des prisonniers ou des adventistes du 7e jour, etc., et qui recevaient des antibiotiques et qui ensuite guérissaient. Il n'y a pas eu de mort au cours de ces essais. En revanche, il y a eu beaucoup d'accidents du travail dans le personnel et on dénote au moins 7 morts sur les 456 accidents. Donc c'est une guerre. Alors dans cette boule que vous voyez, eh bien, il y avait des gens qui prenaient un tube et qui respiraient, pour ne pas aller en prison, qui respiraient des bactéries. Et dès qu'ils avaient des signes cliniques, dès qu'ils avaient de la fièvre, on leur donnait des antibiotiques à l'époque et on pouvait ainsi tester. Ça a également été fait sur le terrain. Et alors les Américains ont fait des choses incroyables. Ils ont utilisé des simulants et des incapacitants. Les simulants, je fais bref, ça consistait à larguer des nuages de bactéries non pathogènes, supposées non pathogènes, comme le Bacillus subtilis, Serratia marcescens ou Aspergillus fumigatus, un champignon, dans le métro, mais aussi sur des villes entières, sur New York, sur San Francisco. Et il y a eu quand même probablement quelques effets secondaires, en particulier des infections à Serratia marcescens entre 1950 et 1951, avec des procès retentissants accusant l'armée américaine. Et pour terminer l'épisode américain qui a été stoppé par Nixon en 1969 et qui s'est arrêté en 1972, il y a eu quand même au moment de la crise de Cuba un épisode à peine croyable et très peu connu. C'est ce que j'appelle le cocktail diabolique. Les Américains avaient Bill Patrick, qui est l'homme qui est montré sur cette photo et qui rapporte cela, qui était un haut responsable de Fort Detrick. Ils avaient préparé un cocktail diabolique avec l'entérotoxine staphylococcique, incubation courte, une diarrhée terrible, le virus de l'encéphalite du Venezuela, des maux de tête, on est très mal, beaucoup de courbatures, et au bout de 1 à 5 jours, et la fièvre Q, merci de me rappeler que je suis un peu en retard, Coxiella burnetii, et il s'agissait de propager un nuage sur l'ensemble de Cuba, 7 millions d'habitants, avec 1% de mortalité prévue. C'est une idée splendide, avait trouvé Dwight Eisenhower, mais Kennedy n'a pas voulu de cela. Alors le programme soviétique est du même ordre, je vais un petit peu plus vite. Ils avaient mobilisé notamment 55 000 à partir de 1972. Ils ont développé un programme après avoir signé les traités. Ils ont mobilisé 55 000 scientifiques et surtout ils ont fait de très nombreuses manipulations génétiques sur des bactéries et des virus en fabriquant à peu près tout ce qui était possible, des bactéries multirésistantes, des bactéries exprimant Escherichia coli exprimant la toxine botulique, etc. Et ils avaient une nébuleuse qui existe toujours malheureusement. C'était le projet dit biopréparate avec des expériences sur des... Il me reste combien de temps à peu près ? 5 minutes. Bon. Alors je vais passer à des choses beaucoup plus récentes et peu connues. C'est ce qu'ont fait les Sud-Africains et les Rhodésiens, qui nous apprennent une chose, c'est qu'un programme biologique peut être mis très rapidement en place, avec des moyens faibles, à condition qu'on ait des scientifiques et que l'on ait très peu de moyens, mais il faut quand même un complexe militaro-industriel. Alors l'apartheid aux abois, 2 exemples, hein, je choisis des exemples parce que c'est beaucoup plus long, et j'en parle plus longuement dans le livre. La guerre du Bush, qui est la guerre d'indépendance pour obtenir l'indépendance de la Rhodésie qui est devenue le Zimbabwe. À la fin de la guerre en 1979, les Rhodésiens ont, par avion, disséminé l'export du charbon sur le bétail dans les zones dites tribales, les réserves tribales des Noirs. Et la plupart et il y a eu 10 000 personnes qui ont développé le charbon, avec 182 morts. Les autorités civiles n'étaient pas au courant et il y a eu beaucoup de publications dessus et on a su après que c'était les militaires qui faisaient ça et donc ils ont traité et publié ces résultats et il y a 10 000 personnes qui ont été atteintes de charbon et le bétail a été massivement... le but était d'accuser les indépendantistes d'avoir fait le coup et d'affamer les populations noires. Et puis alors il y a le fameux projet Project Coast
qui est le projet sud-africain 1980-1992. Le personnage que vous voyez là, Wouter Besson, est toujours vivant. C'est un cardiologue qui vit dans la région militaire, qui vit dans la région de Pretoria actuellement, et qui a développé en quelques années un programme absolument démentiel, développant qui s'appelle Project Coast, développant des armes chimiques, mais aussi des armes comme le charbon, le choléra, la toxine botulinique, le virus de Marburg, le virus Ebola, et des armes ethniques, c'est-à-dire des armes qui ciblent des personnes qui ont la peau un peu plus foncée en ciblant la mélanine, le métabolisme de la mélanine et certaines enzymes du métabolisme de la mélanine qui fait qu'on peut tuer spécifiquement des populations qui ont la peau différente des autres. Et ce programme s'est terminé en 1994. Wouter Besson a été arrêté et il a été acquitté en 2002 de façon incroyable. C'est une histoire que je raconte, il y a des raisons probablement politiques. Et il avait mis au point tout l'arsenal du bioterrorisme. Ça allait des cigarettes empoisonnées, la tunique de Nessus contenant tel ou tel poison, des collyres. C'était plutôt des armes qui étaient destinées à détruire des cibles spécifiques. De très nombreux dirigeants, avocats noirs, etc. ont été ainsi tués, plusieurs centaines, dans des conditions difficiles à décrire. Le programme de Saddam Hussein, j'en dis que quelques mots, c'est 1979-1990, un programme très ambitieux qui était vraiment très sérieux dans sa première phase. La deuxième phase, 2003, il n'a pas existé. Ce programme a été terminé en 1990. Et alors, il y a eu l'attentat de la secte Aoum. Là, je vous en dis quelques mots s'il me reste encore 2-3 minutes. Est un attentat très intéressant parce que ça marque un tournant dans l'histoire des armes biologiques actuelles. En effet, donc il y a une secte Aoum qui était très implantée au Japon, mais qui avait des ramifications un peu partout, y compris aux États-Unis, qui a attaqué au gaz sarin le métro, faisant 5500 victimes, 11 morts et 54 personnes très gravement blessées. Bon, le gourou a été condamné à mort, il attend toujours sa pendaison parce qu'il est en remise, il est en pourparlers, mais probablement il sera exécuté. Et on a découvert à cette occasion que la secte avait à plusieurs reprises, pendant 5 ans, fait des attaques sur Tokyo, des attaques au bacille du charbon avec la toxine botulinique. Mais ils avaient au moins 3 attaques sont documentées, y compris dans le métro, y compris en déversant en haut d'un immeuble sur Tokyo un nuage de Bacillus anthracis, mais c'était des amateurs et ils avaient utilisé la souche vaccinale de Bacillus anthracis et cela n'a pas marché. Mais ça montrait que c'était possible de le faire. Et je terminerai par le World Trade Center avec la fameuse attaque des lettres. Aujourd'hui, on sait que ces lettres envoyées à 2 reprises, le 24 septembre et le 4 ou 5 octobre, c'était des lettres qui étaient envoyées par des militaires américains ou un militaire américain suivant la version, qui travaillait à Fort Detrick et qui a été un des experts qui recevait les lettres pour les expertiser lorsqu'elles ont été découvertes. Ces lettres, donc envoyées par courrier, ont fait 28 victimes, dont 5 morts, et 33 000 personnes ont pris de la ciprofloxacine. S'ils n'avaient pas pris l'antibiotique, probablement il y aurait eu des milliers de morts, parce qu'il suffit d'une très très peu de sport pour déclencher la mort de cette façon. Et la personne qui a été accusée, qui est accusée aujourd'hui, il y a eu 2 accusés principaux, 2 militaires, et celle qui est aujourd'hui désignée, c'est Bruce Evans, qui est un colonel ou un général de l'armée américaine, qui aurait, pour des raisons personnelles liées au fait qu'il travaillait sur le vaccin contre le bacille du charbon, enfin c'est une histoire tout à fait rocambolesque, il s'est suicidé. Et on l'a suicidé ou il s'est suicidé. Dès sa mort, il a été immédiatement incinéré. Il n'y a pas eu d'autopsie. Et pour quelqu'un qui avait été l'objet d'une enquête qu'on appelle Ameritrax, avec 200 suspects, 5000 saisies, 8000 interrogatoires et 1000 agents, on peut quand même se poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que sa culpabilité, ça vient de l'armée américaine, ça c'est sûr, et probablement ça peut être un complice ou même un innocent, rien n'est éliminé. Et je voulais conclure par un clin d'œil à la personne qui me suivra, qui va parler d'archéobiologie. Actuellement se développent de nouveaux concepts sur ces armes biologiques, en particulier en utilisant les manipulations génétiques. Et
on a pu récemment développer ce qu'on appelle la biologie synthétique, c'est-à-dire que l'on peut synthétiser un virus à partir de sa séquence connue, une bactérie, on vient de synthétiser une bactérie, et même fabriquer des gènes nouveaux par manipulation génétique. Et je voudrais simplement vous citer l'exemple du virus H1N1 de la grippe. La grippe espagnole est allée jusqu'en Alaska, jusqu'au cercle polaire. Et sur les populations inuites, elle a été jusqu'à tuer, des villages ont été tués à 90, voire à 100%. Et on a, si j'ose dire, enterré, mais c'est difficile d'enterrer quand il y a de la glace, des cimetières ont été préservés dans le permafrost pendant 40 ou 50 ans, et des chercheurs, comme celui que vous voyez, ont été chercher des fragments humains à partir de personnes qui étaient mortes. Et à partir de cette jeune femme de 18 ans, inuit, morte en 1918, en novembre 18, on a pu reconstituer la séquence complète du virus H1N1. Et à partir de cette séquence, on a pu synthétiser complètement le virus. Ça a été publié dans le journal Nature en octobre 2005. Et on a pu ainsi voir que le virus de la grippe espagnole qui existe dans un laboratoire américain est un virus extrêmement virulent qui tue les singes très facilement par inhalation. Et on a pu ainsi fabriquer, en quelque sorte, désanctuariser des armes biologiques. On peut craindre que le virus de la variole, que le virus Ebola, que tous les virus qui sont tout à fait inaccessibles actuellement puissent ainsi être, avec des moyens faibles, reconstitués en laboratoire, et ceci est une préoccupation. Alors en 2 mots, et pour conclure, et vous m'excuserez d'avoir été un petit peu long, les leçons de l'histoire, c'est que les traités ne garantissent pas contre le développement et l'utilisation des armes biologiques. Toutes ces armes sont interdites depuis 1925 et 1972. Pratiquement tous les pays les ont signés, et ceux qui les ont signés les plus vite, en particulier l'URSS à l'époque, a commencé son programme biopréparate juste après l'avoir signé, un programme donc très ambitieux. Le caractère difficilement prédictible de ces attaques, qui peuvent se retourner contre l'attaquant lui-même, le fort potentiel destructeur et la facilité de préparer rapidement ces armes, mais avec la difficulté de la militarisation qui fait que les bioterroristes ne peuvent être efficaces que s'ils travaillent avec une structure militaro-industrielle, c'est-à-dire avec un État complice. Les difficultés de détection initiale, ça c'est un très gros problème. On a des difficultés à détecter et encore plus à identifier l'attaquant. Et vous voyez, il a fallu presque 8 ans pour identifier Fort Detrick, les gens de Fort Detrick comme ayant fait une attaque contre leur propre territoire en septembre et octobre. La facilité de mettre en œuvre ce programme, l'exemple de l'Afrique du Sud, de l'Irak et 2 ou 3 autres exemples. Et enfin, le rôle des scientifiques là-dedans est important. La séquence, dans presque toutes les histoires que je raconte dans le livre, ça commence par un scientifique qui fait un voyage. Il fait un rapport fallacieux très tendancieux en prétendant que X ou Y développe, ce qui est faux la plupart du temps. Le programme devient secret, il a des moyens énormes, et à ce moment-là, il s'agit d'incrémenter la qualité de ses armes, et on commence à faire des expériences sur des animaux. Puis, il faut bien passer à des êtres humains. Alors, on prend des condamnés à mort, c'est comme dans le livre Les Corvilles, on passe aux condamnés à mort, et puis après, on passe à des prisonniers, et on fait ce qu'ont fait les Japonais. Donc voilà, je vous remercie, je m'excuse d'avoir été long, mais c'est un sujet vraiment très vaste et qu'il est nécessaire de faire connaître au grand public parce que c'est peu connu et c'est extrêmement intéressant d'un point de vue éthique et historique. Merci. Merci pour cette passionnante et effrayante communication qui suscitera beaucoup de questions ou peut-être réduira au silence les gens effrayés par tellement. Y a-t-il quelques questions? Madame Gorevitch? Oui. Il marche le micro là? Oui. Pardonnez-moi, monsieur, si je commence par une question. Vous avez commencé vous-même par Ypres. Or, à Ypres, sauf erreur, il ne s'agissait pas de guerre biologique, mais de guerre chimique. Absolument. Ce que je voulais dire, c'est que Ypres était une attaque au chlore, mais que cette attaque au chlore
armes non conventionnelles a été à l'origine des développements des armes biologiques. Tous les programmes biologiques sont partis des programmes chimiques. Et je n'avais pas le temps de vous en parler, mais dès 1915, il y a eu des premières attaques des Allemands avec la mélioïdose et avec le charbon contre les cavaleries. C'est documenté à Bucarest, c'est documenté à Bordeaux, documenté à New York. Il y a eu des attaques à New York sur la cavalerie, les chevaux et éventuellement le bétail qu'on pouvait importer vers la France au moment de la guerre. Donc ça a été vraiment un facteur déclenchant. Les états-majors se sont dit, puisqu'on a réussi en quelques heures ce qu'on n'avait pas réussi après plusieurs mois à Ypres, il y avait plusieurs mois de stagnation du front. En quelques minutes, ils ont réussi. On va développer ces armes. Et les Français ont fait exactement la même chose. Ils ont développé très vite les armes chimiques et très vite les armes biologiques. On n'a pas de documentation sur ce qu'ont fait les Français pendant la guerre de 14. Je n'ai pas retrouvé de documentation, mais on pense qu'il s'est passé des choses aussi, ce qui était en représailles, ce qui n'était pas choquant, mais c'était les Allemands qui avaient commencé, semble-t-il. Mais vous avez tout à fait raison, c'est une attaque chimique, avec le chlore. Une autre question. Monsieur Charlier. Monsieur Berche, merci pour le petit clin d'œil terminal. Juste une question. Le chercheur, vraisemblablement un paléopathologiste ou du moins un infectiologue qui se penche sur la dépouille dans le permafrost ne porte ni gants, ni masques, ni lunettes de protection. Est-ce qu'il y a un risque direct de contamination quand on travaille sur ces restes ou est-ce que le risque n'existe que sur paillasse après reconstitution ? Vous avez tout à fait raison. En fait, ça s'est passé en plusieurs temps. Ils ont, je ne veux pas détailler, ils sont d'abord allés dans les années 50, les mêmes, et puis 20 ou 30 ans plus tard, ils ont commencé avec des scaphandres, et alors il y a des tenues, mais je n'ai pas de photo en scaphandre, et là c'était une photo qui était publiée dans Nature en 2005, que j'ai pris dans Nature, et de toute évidence, alors on sait que le virus est inactivé, ça c'est absolument certain, mais pour ce qui est de la variole, parce que de très nombreuses tentatives en Sibérie ont été faites pour isoler le virus de la variole. Là, ils mettent des scaphandriers, si je puis dire. Pour la grippe, ils l'ont fait dans les premières campagnes. Il y a eu 2 ou 3 campagnes dans les premières, puis après, ils l'ont plus fait. Enfin, moi, j'ai trouvé cette photo-là. Mais vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur le danger pour les médecins ou les pathologistes de manipuler des êtres humains, des tissus d'êtres humains qui sont morts de maladies infectieuses très contagieuses. Une dernière question ? Oui. Une avant-dernière. Pensez-vous pas que la meilleure protection contre les guerres biologiques, c'est le danger pour l'attaquant lui-même ? Donc, c'est certainement la meilleure protection vis-à-vis des États. Mais n'y a-t-il pas possibilité d'avoir des préparations artisanales ? C'est-à-dire que des petits groupes se mettent à faire des attaques non contrôlées par les États. Vous avez entièrement raison. Non seulement c'est possible, mais ça a été fait. Je n'avais pas le temps dans une conférence très courte. Il y a eu plusieurs dizaines de tentatives et d'attentats peu connus. La secte Rajneeshi, par exemple, où il y a quand même 1000 personnes qui ont eu la diarrhée. Il y a eu de très nombreuses tentatives. Alors le problème des petits groupes terroristes, c'est que c'est des amateurs. Et donc, ils n'arrivent pas. La tentative échoue la plupart du temps. Mais j'ai une liste que je donne dans le livre de tous les attentats, les principaux attentats connus faits par des amateurs. C'est souvent des groupes d'extrême droite, ça peut être des sectes, souvent les sectes, etc., qu'on tient à l'œil. Mais alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que l'utilisation tactique. Actuellement, les états-majors, peut-être en Russie, etc., ou peut-être dans certains pays, l'utilisation tactique, c'est surtout celle qu'avait donnée Auguste Tria dans les années 20, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attaquer sur les lignes, mais derrière les centres industriels, la population civile. On va en arrière de l'ennemi et on attaque la population civile et les centres industriels avec les armes biologiques. Pour vous dire le degré de folie où étaient les Soviétiques. Les Soviétiques, c'est intriguant de savoir pourquoi, quand on a 10 000 têtes nucléaires, on se lance dans un programme qui coûte des milliards de dollars pendant quelques années pour développer les armes chimiques. Les Soviétiques avaient comme tactique on faisait l'attaque bilatérale, je reçois des missiles nucléaires, je renvoie des missiles nucléaires. Et dans la deuxième frappe, on envoie ils avaient des missiles intercontinentaux jusqu'en 92 avec une tonne ou une demi-tonne de virus de la variole qu'ils envoyaient après sur le territoire américain pour tuer les survivants.
Une dernière On question. est dans la folie. Hein. Une dernière question. Oui. Bref, Merci, une monsieur. réponse. Merci, brève. monsieur. Excusez-moi, je suis un peu chaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le doyen, donc à un moment donné, vous avez évoqué le rôle des scientifiques. Oui. Et vous nous rappelez qu'il est souvent un médecin. Oui. Et à la fin de votre intervention, vous avez associé pour la première fois donc le mot éthique à l'histoire. Sans vous charger, n'est-ce pas? C'est pas mon intention, mais que peut faire un doyen, donc dans la formation de médecins, pour que nous puissions dans l'avenir essayer avec nos moyens qui sont tout à fait limités, d'y donner aux médecins la possibilité d'y penser sa pratique articulée à l'éthique. En 1 minute. Alors, en 1 minute, je vous dirais que j'ai répondu à cette question dans un rapport de l'Académie des sciences qui est paru au PUF il y a quelques mois, qui s'appelle « La menace biologique » que j'ai co-signé avec le général Binder et avec Henri Korn, dans lequel je détaille ce qu'il faut faire pour prévenir les scientifiques du danger. Parce que je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a des très gros dangers sans le savoir ou de façon inconsciente. La poursuite de la connaissance à tout prix peut entraîner l'utilisation par des groupes terroristes de vos découvertes. Je vais vous donner simplement un seul exemple et je termine. Oui, non, je vous en parlerai en privé tout à l'heure si vous voulez. Merci de votre compréhension.